Bonjour, bienvenue au Grand Rendez-vous. Bonjour, bienvenue Pierre Moscovici. Merci, bonjour. Dans pratiquement un mois, le 29 mars, on saura si l'histoire de la construction européenne n'est pas celle au fond d'une déconstruction, même si on a le sentiment que l'édifice est bien fissuré en cette année d'élection européenne. On a le sentiment que le pronostic vital de l'Union européenne est un peu engagé, notamment dans cette négociation ubuesque du Brexit, où aucun compromis ne semble en vue. Rien ne semble pouvoir arrêter cette dérive, la montée des populismes, la lourdeur de la technocratie, la crise des gilets jaunes, la brouille entre la France et l'Italie. Vous avez été un des premiers dans vos livres, depuis quelques années, à prévenir un peu de l'arrivée de la nuit sur notre continent. Donc c'est important de vous entendre aujourd'hui, d'autant plus que votre parole est rare. Donc votre mission, si je puis dire, dans cette émission, puisque vous avez accepté de venir avec Cécile Cornudet des Échos et Damien Fleureau de CNews, c'est nous expliquer ce qui arrive, peut-être de nous convaincre que l'Europe peut être encore synonyme de modernité et de paix. Vous n'êtes pas seulement un commissaire européen, vous défendez sans relâche la social-démocratie. Vous nous direz comment la gauche peut sortir de ce glacis dans lequel elle est enfermée depuis 2 ans. Et la première question, effectivement, s'impose quand on vous a en face de nous. L'Europe est-elle devenue un continent fictif ? Si j'ai bien compris, vous écoutez, c'est l'émission impossible, mais je vais quand même essayer de relever le défi. Non, l'Europe, elle est là, elle est bien là. Et j'ai envie de dire que l'Europe est forte, mais que l'idée européenne, elle est menacée. Que l'Europe est sortie de la crise économique, et c'est comme majeur pour ces 500 millions de citoyens qui sont aussi des consommateurs avec un haut pouvoir d'achat, qu'elle est une puissance économique, mais qu'elle est entrée dans une forme de crise politique. Et au fond, c'est à ça qu'il faut répondre. Comment sortir de la crise politique européenne ? Parce que c'est avant tout ça dont il s'agit. Et moi, j'ai une explication qui est peut-être trop simple, mais il faut quand même... Pourquoi pas ? Allons-y. La crise est finie. Quand je regarde les économies européennes, je vois que toutes les économies européennes croissent ensemble depuis plusieurs années. Bien sûr, il va y avoir un petit ralentissement économique, mais on continue de croître. On n'a jamais eu autant de personnes en emploi. On a des taux de chômage élevés, démographie, et puis d'autres types de phénomènes, mais on n'a jamais eu de personnes en emploi autant en Europe. Et donc, on a des finances publiques qui sont saines. Mais l'Europe souffre des séquelles, des cicatrices de la crise. Et ces cicatrices, c'est d'abord les inégalités. Alors on y reviendra, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une divergence croissante entre les différents pays d'Europe. Mais tout d'abord, avec ce qu'on voit, ce qu'on a évoqué au début, le Brexit, les populistes qui menacent, vous-même vous en parlez régulièrement. Est-ce qu'on peut sauver l'Europe ? Mais bien sûr, on peut sauver l'Europe. Mais le problème n'est pas seulement de la sauver. Le problème, c'est de la refaire. Parce qu'il faut redonner du sens à cette idée européenne. Il faut lui redonner de la hauteur. Alors, je disais qu'elle était menacée. Elle est menacée par des divergences politiques, sur le sens même du projet européen, divergence sociale entre ceux qui vont bien et ceux qui vont mal, divergence économique, et c'est à tout ça qu'il faut répondre, et alors, pour ça, il faut redonner du sens au projet européen. Sur les questions économiques. Pierre Moscovici, très concrètement, hier, Emmanuel Macron a inauguré le salon de l'agriculture. Vous irez d'ailleurs dans la plus grande ferme de France, porte de Versailles à Paris ? Oui, je pense que j'irai vendredi. Je vais y aller demain, mais malheureusement, j'ai les obsèques de mon ancien suppléant, donc j'ai dû annuler ma... Pour défendre quelle politique agricole commune, Pierre Moscovici ? Celle de la France, qui veut défendre toujours nos agriculteurs, ou celle de l'Europe qui veut baisser le budget de la PAC, notamment en raison du départ de la Grande-Bretagne qui est un contributeur net. J'ai écouté ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Arrêtons de faire des oppositions qui sont factices. En réalité, les conceptions d'Emmanuel Macron, de la France et celles de la Commission européenne sont tout à fait proches. Et d'ailleurs, le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, était là. Et il a approuvé ce discours, parce qu'au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de dire, il y a un pilier de la politique agricole commune qu'on doit maintenir, qui est celui des aides directes, et puis il y a un deuxième pilier qui passe aussi par du cofinancement, qui doit être plus tourné, lui, vers le développement rural. Et la proposition de la Commission va exactement dans ce sens-là. Elle propose, c'est vrai, des réductions, mais qui sont extrêmement modérées, de l'ordre de 3%. Et je pense que c'est tout à fait compatible avec ce que souhaite la France. Donc n'opposons pas toujours la France et l'Europe. Nos agriculteurs savent ce qu'ils doivent à l'Europe. S'il n'y avait pas eu l'Europe, il n'y aurait plus d'agriculture du tout. En Europe. Quand on a commencé le marché commun en 1957, l'Europe n'était pas autosuffisante sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, elle est une puissance verte. C'est la première exportatrice de produits agricoles du monde.
Et donc, non, s'il y a une population active qui sait à quel point l'Europe est bonne pour elle, ce sont les agriculteurs. D'ailleurs, j'ai noté que le climat hier était plutôt un climat confiant. Il a passé 15 heures, Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture. C'est la bonne vieille méthode Chirac-Hollande. C'est immuable. C'est un tout petit peu différent. Passer du temps, mais il passe pas exactement le même temps. C'est-à-dire, il est plus dans le dialogue avec les gens. Chacun son tempérament. Et y passer du temps, c'est une marque d'attention à l'agriculture. C'est ce qui manquait chez Emmanuel Macron. Revenir, prendre l'attention, s'immerger comme il a fait hier. Il avait fait l'an dernier, je crois, 12 ou 13 heures. Cette fois, il a fait 14 ou 15 heures. Et il marque que c'est une activité qui est importante pour lui. Mais tout président de la République, quand il va au salon de l'agriculture, doit marquer aux agriculteurs qu'ils sont essentiels pour le projet français et qu'on les aime, tout simplement. Et c'est vrai que l'agriculture est aimée par les Français, par tous les Français. Ne créons pas là-dessus de clivage politique artificiel, ni entre les Français, ni entre les forces politiques, ni d'ailleurs entre la France et l'Europe. Alors si on revient au calendrier de l'Europe, le 29 mars, normalement, c'est le jour du Brexit. Est-ce que ça va se tenir? Est-ce que ce jour-là, effectivement, il y aura donc une sortie du Royaume-Uni de l'Europe, ou est-ce que ça va être étendu? Il y a quand même une chose qu'il faut rappeler, parce que vous le disiez dans votre introduction, comme si c'était la défaisance de l'Europe, la fin du monde. Les Britanniques ont voté pour le Brexit. Et en toute logique, ils vont quitter l'Union européenne. C'est leur choix. Quel jour? C'est leur choix souverain, et c'est le 29 mars. Donc, il y a une chose qui doit être claire. Et dans d'autres pays, le référendum n'aurait pas attendu 3 ans pour se mettre en œuvre. Ça aurait été immédiat, mais c'est extrêmement complexe de démêler des liens historiques entre deux entités. Bon. Une fois qu'on a dit ça, la balle est dans le camp britannique. On a envie de dire un peu, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Qu'est-ce qu'on sait? On sait ce qu'ils ne veulent pas. On sait qu'ils ne veulent pas de l'accord tel qu'il est, même si c'est pas loin d'être le meilleur possible. On sait qu'ils ne veulent pas non plus de ce qu'on appelle le no deal, c'est-à-dire d'une sortie désordonnée, sans quoi ils auraient dit à Madame May, le lendemain d'un vote très difficile, vous partez. Et donc voilà ce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, il faut vraiment que dans les 33 jours qui restent, parce que c'est ça, ils disent ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est réaliste? Vous êtes il faut quitter 750 agences. C'est pas ça le problème. Il faut arrêter beaucoup d'accords. Tout a été prévu dans les discussions qui sont menées depuis 3 ans, et c'est pour ça que ça a pris autant de temps, avec la Commission européenne qui est négociée pour le compte des 27, avec Michel Barnier qui fait un très bon travail de négociateur européen, avec une très grande cohérence. Ce n'est pas long. Et attendez, tout est prévu. Tout est prévu. Tous les accords ont été prévus. Il y a des dizaines de milliers de documents qui ont été établis. Donc, c'est plus ça le problème. Le problème, il est politique. Je parlais tout à l'heure de la politique, de la crise politique. Il faut que les élites politiques, le Parlement britannique, maintenant, arrivent à se prononcer sur une option majoritaire. Et c'est extrêmement compliqué. Je n'en sais rien. Mais sur l'accord, comment ça, vous ne savez rien? Personne n'en sait rien. Vous connaissez le dossier? Je connais le dossier, et tous ceux qui connaissent le dossier voient bien qu'il y a aujourd'hui 2 scénarios possibles. Et permettez-moi de m'y attendre une seconde. Le premier scénario, c'est que, regardant les conséquences extrêmement dommageables pour l'économie britannique d'un Brexit sans ordonnancement, finalement, on revient à l'accord, on lui donne des interprétations, et donc à ce moment-là, la vie continue. Et il y a une période transitoire qui s'ouvre pendant laquelle, par exemple, sur le plan des douanes, il n'y a pas de changement. Donc ça, c'est notre scénario préféré, c'est autour de l'accord, construire une majorité contre le no deal. Et le deuxième scénario, c'est qu'on n'y parvient pas parce que le Parlement britannique ne réussit pas à adopter une position majoritaire. Et à ce moment-là, le 29 mars à minuit, c'est le no deal, c'est la sortie des ordonnées. Et là, il faut s'y préparer. Le devoir des Européens et le devoir de la Commission, c'est de s'y préparer. Je suis commissaire, entre autres, chargé des douanes. Justement, concrètement, comment vous évitez que ce soit un choc pour les autres économies restantes? Et surtout, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'hypothèse d'un no deal, il faut qu'on puisse avoir des contrôles douaniers sur les marchandises, des contrôles vétérinaires, des contrôles phytosanitaires, que par exemple dans le tunnel sous la Manche, il y ait ces contrôles, que ça marche Et tout est prévu pour ça, c'est dans 33 jours, comme vous disiez? Ça fait des mois que nous sommes en train de le préparer, que mon administration, en lien avec les administrations nationales, prévoit ce qui peut se passer dans le cas d'un no deal. J'ai lancé, mes services ont lancé une grande campagne en direction des entreprises, parce que c'est elles qui sont peut-être les moins informées de ce qui se passe, et notamment, il faut que les petites et moyennes entreprises savent ce qu'elles doivent faire dans l'hypothèse d'un no deal. Donc cette campagne, elle est partie la semaine dernière. J'irai moi-même avant le Brexit, avant la date théorique du 29 mars à Calais, pour voir comment les choses fonctionnent sur le terrain, et pour aussi délivrer quelques messages. Parce que
je pense qu'il faut vraiment que les choses se passent dans l'ordre. Alors, une chose que je veux dire, c'est que les douanes françaises se sont remarquablement bien préparées. Mais quand vous délivrez un message, c'est à quelle intention ? À l'intention des entreprises. C'est voilà ce qui ce qui se passe, comment est-ce qu'on doit réagir. Il n'y a pas de prise de conscience suffisante à l'heure actuelle de la part de Il n'y a pas eu d'information qui a été faite parce qu'on ne souhaitait pas être dans un scénario catastrophiste. Oui, mais justement, il ne faut pas un peu noircir maintenant On est à 33 jours, il faut surtout se préparer. Il ne s'agit pas de noircir ou blanchir, il faut se dire, il y a 2 scénarios possibles. Il y a le scénario d'un accord, nous le souhaitons, il est toujours possible. C'est vraiment celui qu'on attend. Et puis il y a un deuxième scénario, qui est le scénario du no deal, et on doit y être prêt, parce que le pire serait qu'il se produise et que tout était improvisé. Rien n'est improvisé. Et je le redis, les douanes françaises sont très bien préparées. Maintenant, il faut que les entreprises le soient aussi. Il faut que d'autres douanes se préparent au même niveau. Et donc, on est en train d'accélérer tout ça. Dans ce prolongement, en quelques minutes, Damien Fleuron, sur la question de la croissance. Effectivement, commissaire européen à l'économie, est-ce que vous êtes fier de votre bilan ? Vous nous disiez tout à l'heure, la crise est finie, les emplois en Europe repartent, mais bon, finalement, il y a quand même une décélération, peut-être plus brutale que prévu, qu'anticipé, du PIB, qui ne devrait croître que de 1,3%. Finalement, vous êtes un commissaire fier de votre bilan ? Soyons quand même extrêmement modestes. Le bilan de l'économie européenne, c'est le bilan de chacun de nos États membres, de chacune de nos entreprises. La Commission européenne, en l'occurrence, anime des politiques macroéconomiques. Mais vous savez, venons-y quand même. D'abord, nous en sommes à plus de 5 années de croissance continue. L'année 2017, par exemple, a été une année absolument exceptionnelle. Et quand je regarde la situation de l'économie européenne par rapport au moment où, en effet, je suis devenu commissaire, à l'époque, il y avait une dizaine de pays qui étaient dans ce qu'on appelle la procédure de déficit excessif, avec des déficits au-dessus de 3%. Aujourd'hui, 0. Parce qu'il y a des aménagements, notamment. Non, sans aucun aménagement. Il n'y a aucun pays qui est en procédure de déficit excessif. Aucun. Je vois qu'à l'époque, c'était la récession. Quand j'étais ministre des Finances, j'ai dû faire avec 2 années avec 0,3% de croissance. Aujourd'hui, on annonce une décélération à 1,3% dans la zone euro. Je vois qu'on a créé des millions et des millions d'emplois. Mais non, c'est pas ce que je dis. C'est la vérité. On me pose une question. J'ai pas à en être fier ou pas fier. Mais la situation... Je constate que le pilotage macroéconomique de l'Europe, qui a permis à la fois de réduire les déficits qui étaient à 6% en 2010. Le budget italien, ça ne vous inquiète pas sur la zone euro ? Je constate que ce pilotage était adapté parce qu'il mélangeait le sérieux budgétaire et le soutien à la croissance. Alors après, la vraie question, c'est il y a en effet un ralentissement maintenant. Ce ralentissement n'est pas qu'européen. Il vous inquiète ? Il est mondial. Il vous inquiète ? Car il vient surtout d'une donnée dont nous devons terriblement nous méfier tous, qui est la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine, et qui a un impact sur nos économies qui sont extrêmement ouvertes. Alors, il est modéré, ce ralentissement. On devrait avoir 1,3 dans la zone euro, 1,5 en Europe. On devrait avoir les mêmes chiffres en France, avec d'ailleurs une décélération moins grande en France que dans l'ensemble de la zone euro. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit comment est-ce qu'on peut soutenir notre croissance dans l'avenir. Ça nous dit de continuer à faire un certain nombre de réformes. Ça nous dit de pousser l'économie d'innovation. Et tout à l'heure, quand on se demandait comment refaire l'Europe, pour moi, l'Europe doit être puissante, elle doit être solidaire et elle doit être démocratique. Ce sont les 3 dimensions sur lesquelles on doit agir, notamment dans le plan économique. Alors, Pierre Moscovici, on se retrouve après une pause pour continuer à en parler et aborder également les enjeux électoraux du mois de mai. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. La filière laitière, c'est plus de 300 000 femmes et hommes passionnés, engagés et passionnants. Découvrez-les dès maintenant sur europe1.fr. Ce matin, dans le journal du dimanche... Impôt sur le revenu, et si on faisait payer tout le monde ? Fiscalité, aide sociale, services publics, les propositions surprenantes de la ministre Jacqueline Gourault. Et dans le JDD, révélation sur les frères Klein, ce que les services secrets savaient sur les plus recherchés des djihadistes français. À lire dans le journal du dimanche. À la fois standardiste, responsable magasin et livreuse, elle sait tout faire. Et c'est délicieux. Elle, c'est Rebecca Kao, artisan chocolatière et son nouveau Citroën Berlingo Van, avec 20 aides à la conduite et le véhicule utilitaire de l'année. Nouveau Citroën Berlingo Van, comme vous, il sait tout faire. En ce moment, nouveau Citroën Berlingo Van Club est à partir de 139 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer 2499 €, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 28 février sur réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Damien Fleuron, Cécile Cornudet, Michael Darmon.
De retour donc avec Pierre Moscovici, on évoque les enjeux européens. Vous évoquiez justement la situation politique, économique, vous disiez au fond ça va pas si mal que ça, mais quand même on s'est aperçu qu'il était impossible de construire un géant européen. L'empêchement, l'interdiction de la fusion donc entre les groupes Alstom et Siemens en Europe, au fond, maintiennent l'Europe dans une situation de nain économique. Je ne dis pas du tout que tout va bien. Hein. Je suis très conscient des inégalités. Je pense que le ralentissement de l'économie doit quand même nous maintenir en vigilance. Mais pour répondre à vos questions sur Alstom Siemens, je regrette que nous n'ayons pas pu parvenir à créer un grand champion européen en la matière. Mais je pense que la décision de la Commission doit aussi être comprise et respectée. Parce qu'en vérité, nous avons demandé, ma collègue Margrethe Vestager, aux deux entreprises d'apporter un certain nombre de remèdes à des problèmes qui étaient des problèmes de concurrence, qui par exemple été identifiés par l'autorité de concurrence allemande, et les entreprises finalement n'ont pas souhaité. Et je pense qu'au total, dans les conditions qui sont celles du droit actuel, il n'était pas possible d'autoriser cette fusion, et que donc on a préféré, dans ces conditions, pour protéger les consommateurs, qu'il y ait deux entités on qui soient plus préfère que agiles. La Chine emporte les marchés en fait. Hein. Attendez. Mais non, Michael Darmon, se projeter. La vérité, c'est que dans le cas d'espèce, le compte n'y était pas. Et que ma collègue Margrethe Vestager, qui subit un procès tout à fait injustifié, n'a pas agi de manière idéologique, mais de manière très pragmatique. Et croyez-le, pour des tas de raisons, elle aurait aimé que ça se passe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la suite, il faut en effet que nous soyons capables d'avoir des règles qui soient plus adaptées, non pas seulement à ce qui se passait hier, non pas seulement à ce qui se passe aujourd'hui, mais à ce qui se passe demain. Quel est le marché pertinent? Ça, c'est un concept très important pour le droit de la concurrence européen. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas probablement de menace chinoise à court terme, mais dans tous les secteurs, il y a une Chine qui est extrêmement offensive, et donc nous devons construire des règles qui sont des règles qui permettent en effet des fusions industrielles, qui permettent d'avoir une politique industrielle, qui permettent aussi, ça nous avons fait beaucoup de progrès, de mieux maîtriser le contrôle des investissements directs étrangers. Mais je pense que dans le cas d'espèce, honnêtement, ne pas faire de faux procès à la Commission, elle a essayé, et j'ai le sentiment que tout le monde ne l'a pas voulu avec la même intensité. C'est tout à fait clair. Ce sera un enjeu pour les élections à venir. Oui, parce qu'il y a aussi les enjeux électoraux. Le Parlement européen a publié des projections cette semaine finalement assez rassurantes sur la progression des nationalistes. Il n'y aurait que 50 sièges sur 750. Vous y croyez, vous, au fait qu'il n'y ait pas de vague nationaliste populiste au prochain? C'est pas du tout ça que disait le Parlement européen. Le Parlement européen faisait une projection qui disait que les populistes allaient représenter 25 à 30% du Parlement européen. Pour les populistes d'extrême droite, auxquels vous ajoutez quand même un certain nombre de partis d'extrême gauche qui ne sont pas du tout dans l'esprit européen. Quand même, qui dit qu'il n'y aura pas de vague populiste. C'est une compilation de l'ensemble des sondages. Moi, je vois 3 scénarios pour le prochain Parlement européen. Le premier scénario, c'est celui que je souhaite. C'est un sursaut des pro-européens qui permettrait d'avoir une nette majorité de pro-européens et qui redonnerait du sens au projet européen. On en a besoin. On a besoin d'un combat ardent contre les inégalités. On a besoin d'une Europe qui soit plus démocratique, dans laquelle les citoyens puissent se connaître davantage. On a besoin d'une Europe qui soit puissante sur le plan économique et puissante sur le plan de sa défense. On a besoin de ça. Oui, mais ce sont les idées centrales. Le deuxième scénario, c'est le scénario contraire, c'est le scénario noir, dans lequel il y a une telle poussée des populistes que le Parlement devient ingouvernable. Le troisième scénario, le plus probable, c'est un scénario entre les deux. Un scénario gris, dans lequel les populistes font une percée forte, et tout de même elle est puissante, ce qui obligera non plus 2 partis comme aujourd'hui, les conservateurs et les sociodémocrates, à gouverner ensemble, mais 4 partis qui sont les conservateurs, les sociodémocrates, les libéraux et les écologistes, à former des majorités d'idées. Je ne parle pas là de coalition, mais je parle de compromis, de consensus, de capacité à gérer ensemble. Et mon sentiment, c'est que l'Europe va être difficile à gérer après les élections européennes. Pas impossible, mais que ce sera extrêmement exigeant et qu'il faudra faire preuve de cet esprit de compromis qui n'anime pas toujours les familles politiques pro-européennes. L'esprit de compromis, est-ce que Emmanuel Macron, là, quand il fait campagne pour ce scrutin européen, en dénonçant la lèpre populiste, en rappelant notre ambassadeur à Rome, ce qui est quand même assez inédit, il se trompe dans sa façon de faire? Je ne commente pas les déclarations, les décisions au jour le jour du président de la République, mais je pense qu'il y a un point sur lequel il a raison et un point sur lequel je serais tenté de le pousser un peu plus loin. Le point sur lequel il a raison, c'est qu'il y a bien une opposition aujourd'hui centrale entre ceux qui veulent la poursuite de l'aventure européenne et ceux qui la combattent. Entre les populistes, appelons-les les nationalistes,
et les pro-européens. Et que ce combat-là doit être un combat frontal. Quand moi-même je parle à M. Salvini, quand je parle au parti d'extrême droite, je dis que c'est extrêmement important et ignorer ce clivage-là serait une erreur. Et il doit aller plus loin. Mais est-ce que c'est là où j'ai envie de le pousser plus loin, c'est sur le fait que ce clivage qui va être essentiel ne suffit pas. Il ne résume pas tout. Il y aura aussi des conceptions des politiques européennes. Je parlais de solidarité. Et pour l'instant, le contenu je vais vous prendre un exemple. Est-ce qu'on met en place ou pas un vrai budget de la zone euro qui permet de faire converger nos économies? Je suis pour. Tout le monde n'est pas pour. Les Allemands ne veulent pas. Vous lui dites, certains conservateurs, et notamment en Allemagne ou aux Pays-Bas, ne le souhaitent pas du tout. Est-ce que l'appréciation des politiques budgétaires, comme je l'ai faite, vous me demandez si je suis fier? Oui, je suis fier d'avoir introduit de la flexibilité dans le jugement sur les politiques budgétaires. On me combat aux Pays-Bas là-dessus. Et vous l'avez dit à Emmanuel Macron. C'est un problème politique. Ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est tout à fait important. Et le point sur lequel vous pensez qu'il a tort, en fait, il faut qu'il y ait des conceptions différentes en matière démocratique, en matière politique, en matière sociale. Et donc, je pense qu'on va trouver les deux dimensions dans la campagne. Et donc, on ne peut pas se contenter d'avoir uniquement les pour et les contre. Il faut aussi qu'il y ait différentes nuances de pour. Et qu'ensuite, tout ceci se mélange. Emmanuel Macron, croyez-le, j'en suis sûr, en tout cas, est très sensible, ou en tout cas très conscient de tout ça. Mais moi, je voudrais qu'il y ait les deux dimensions de la campagne. Vous étiez à un dîner, on l'a su, à l'Élysée pour préparer la campagne. Est-ce que, comme Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Raffarin, vous vous considérez comme un ambassadeur de la future liste de La République En Marche pour les européennes? Je commente jamais les dîners auxquels je participe. Non, mais vous les racontez pas. Je ne les raconte encore moins, vous le savez très bien. Est-ce que vous êtes un ambassadeur de cette liste? Est-ce que vous faites partie de Non, vous savez, moi, aujourd'hui, je ne connais pas les listes. Je ne connais pas les programmes. Justement. Et je serai fidèle à ce que j'ai toujours été. Vous savez, moi, je suis un pro-européen social-démocrate. Et je voterai pour la liste. Et on vous voit mal rester complètement neutre dans cette élection. Neutre. Je vous dis, je m'exprimerai, je voterai pour la liste. Mais pourquoi ne pas le faire d'ores et déjà, alors qu'on connaît vos positions et que vous connaissez quand même un petit peu l'offre? Mais l'offre, elle n'est pas si précise que ça. Vous savez, cette élection, elle aurait pu être un marathon, ce sera un sprint. Et on verra à partir du mois d'avril quelles sont les listes et quelles sont leurs idées. Et encore une fois, je me prononcerai en fonction des listes et des idées. Il se trouve que je ne suis pas, moi, un acteur de la vie politique comme les autres. Je suis commissaire européen. J'ai une voix sur l'Europe qui, j'espère, est un peu entendue. Mais ce n'est plus une voix partisane. Et donc, ce qui va compter pour moi, c'est est-ce que les idées pour lesquelles je me suis battu, auxquelles je crois de toutes mes fibres, seront ou pas. Le discours global d'Emmanuel Macron sur l'Europe vous convient aujourd'hui? Vous parliez d'un budget de la zone euro, lui il défend. Oui, j'ai des proximités avec le discours européen d'Emmanuel Macron. Après, entre ce que le président de la République dit et fait et le bon travail que nous faisons ensemble, est-ce que peut dire ou faire une liste plus composite? C'est autre chose. On peut imaginer que finalement vous démarquiez de cette liste-là et de l'approche d'Emmanuel Macron sur l'Europe. On peut l'imaginer. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Non, c'est la question que je vous pose. Mais je vous dis que je me prononcerai en connaissance de cause et en fonction des différentes offres, même si, c'est vrai, sur le plan européen, je l'ai toujours dit, je le disais à mes amis socialistes, je leur disais, mais enfin, pourquoi est-ce que vous critiquez toujours Emmanuel Macron sur l'Europe, alors qu'en fait, il a repris beaucoup de ce que les sociaux-démocrates sur les gilets jaunes. Faire de l'antimacronisme de principe sur l'Europe quand on est un social-démocrate, ça n'est pas intelligent. On reparlera de vos anciens amis socialistes, peut-être toujours d'ailleurs. Mais votre regard sur les gilets jaunes, une liste gilets jaunes aux européennes, elle vous inquiète ? Non, mais mon regard sur les gilets jaunes... Est-ce qu'elle est possible d'abord ? Je regarde d'abord le mouvement social et les aspirations qui sont derrière. Il y a 3 demandes. Il y a un ras-le-bol qui est un ras-le-bol fiscal et il doit être entendu. Il y a une demande de stabilité fiscale. Il y a un ras-le-bol des inégalités. Et il y a une demande de justice qui s'exprime, notamment de justice fiscale. Et il y a une demande de représentation. Comment est-ce qu'on m'entend ? Mais je ne pense pas qu'une liste gilet jaune, que les européennes soient le terrain le plus pertinent pour l'expression de ces différentes demandes. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais je pense que dès lors que c'est un mouvement qui est un mouvement, il est paradoxal. Il y a 50 000 personnes qui défilent dans les rues de France et il y a 50% des gens qui les soutiennent. Donc d'un côté, vous avez un mouvement qui est marginal, avec parfois des dérives inacceptables, notamment des dérives antisémites. Je n'aime pas du tout ce que pense Alain Finkielkraut, en tout cas depuis quelques années, mais je suis totalement solidaire avec lui. Et quand on commence à dire sale sioniste, en réalité on dit sale juif. Et c'est l'antisémitisme qui revient. C'est insupportable. Le président de la République, il a eu raison. J'étais d'ailleurs au dîner du CRIF où il était. C'est insupportable. Mais à côté de ça, il y a aussi des aspirations très profondes dans la population française. Oui, le ras-le-bol fiscal, le ras-le-bol des inégalités, le ras-le-bol de l'invisibilité, la demande de représentation, tout ça, ça doit être entendu. Et il faudra que derrière le grand débat, il y ait des grandes réponses.
un instant, on revient sur ce que vous avez dit sur l'antisémitisme et sur la différenciation antisionisme, antisémitisme ou pas. Cela veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de pouvoir critiquer la politique de l'État d'Israël, que vous-même parfois critiquez souvent. Oui, moi je pense qu'il faut, quand c'est nécessaire, critiquer la politique de l'État d'Israël. Je n'ai pas aucune sympathie avec la façon dont M. Netanyahou gère la question israélo-palestinienne. Je reste du camp de la paix, du camp du progrès. Mais vous savez, c'est pas ça dont il s'agit. Il se trouve que l'antisionisme est souvent quand même un visage à peine déguisé de l'antisémitisme. Je ne suis pas favorable, si c'est ça la question, à ce qu'on légifère. C'est-à-dire à ce qu'on dise qu'on pénalise l'antisionisme. Mais qu'il y ait, comme l'a dit le président de la République d'ailleurs, une définition de l'antisémitisme qui inclut l'antisionisme pour qu'ensuite les juges puissent apprécier, moi je suis pour. Oui. D'une manière plus générale, est-ce que toutes ces crispations ne sont pas liées au fait qu'on vit une immense mutation et que, au fond, les sociétés ont peur de voir des modèles qui changent complètement? Mais bien sûr. C'est pas ça là aussi le fond d'ailleurs, vous savez, l'antisémitisme est un objet en soi que la communauté juive subit depuis des millénaires, mais il intervient toujours dans des périodes troublées, dans des périodes où on recherche une identité. Les Juifs sont toujours les premiers boucs émissaires, mais d'un malaise qui est plus général. Ça, je crois qu'on vit dans une période qui est une période de malaise dans la civilisation européenne, et c'est à ça qu'il faut répondre. On se retrouve donc pour la troisième partie. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1. Immortaliser l'instant quand tout s'emballe. On rejoint notre envoyé spécial sur place. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Avec Humanité, Nikos Aliagas vous informe. Vous êtes où ce matin, Carole? Eh bien, je suis dans une halte garderie. Faire le point quand c'est un peu flou. Place à l'enquête de la rédaction, Europe 1 va plus loin. Des éclairages techniques. En tapant sur la France, les deux affreux Jojo du gouvernement italien tapent juste. Notre matinale info, c'est 2 heures au cœur du monde, de notre société, de votre quotidien. Nikos Aliagas vous informe. On se retrouve demain de 7h à 9h sur Europe 1. Le Figaro rend hommage à Karl Lagerfeld dans un numéro exceptionnel. Découvrez qui était vraiment ce génie de la mode, percez les secrets de son style et de sa créativité, retrouvez les femmes de sa vie, son entourage, feuilletez son album photo réalisé avec Madame Figaro. Le roi Karl Lagerfeld, un numéro collector du Figaro, actuellement chez votre marchand de journaux. Hier, dans un point de vente PMU. Ce que je pense du nouveau Quintet Plus du PMU, alors là j'adore. Faut dire que les rapports doublés sur l'ordre et le désordre font très vite monter les gains. Bon, après, je suis peut-être pas la personne la plus objective, vu que j'ai gagné 53 000 €. 53 000 €, vous imaginez un peu? Depuis le lancement du nouveau Quintet Plus du PMU, plus de 5 millions de paris gagnants. Alors à vous de jouer. Conditions et informations au point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Damien Fleureau, Cécile Cornudet, Michael Darmon. Et l'on retrouve Pierre Moscovici, les enjeux sont cruciaux. Cécile Cornudet sur la question de la fiscalité et du grand bazar fiscal en France. Oui, la sortie de crise que vous évoquiez. Vous avez dit deux choses qui peuvent paraître contradictoires. Vous avez dit qu'il faut une stabilité parce qu'il y a un ras-le-bol fiscal et en même temps vous dites qu'il y a trop d'injustice fiscale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On touche ou on ne touche pas à la fiscalité à la sortie du grand débat? J'ai une petite expérience de la fiscalité comme ministre des Finances, comme commissaire européen chargé de la fiscalité. Et j'ai appris beaucoup au cours de ces 7 dernières années. J'ai été le premier, vous vous en souvenez, à parler du ras-le-bol fiscal. Je m'étais fait taper dessus par mes amis socialistes. Oui, mais c'est moi qui avais raison. D'ailleurs, maintenant, il en parle lui-même. Vous voyez, il aurait mieux fait de me soutenir à l'époque, et les socialistes aussi, parce qu'ils auraient compris que les couches populaires n'adorent pas forcément. Donc, je pense qu'une bonne fiscalité, qu'est-ce qu'elle est? Elle est aussi stable que possible. Elle est simple et lisible. Et elle est juste. Et je ne vois aucune contradiction entre les trois. Donc moi, je ne suis pas du tout pour une grande remise à plat du système fiscal. Je pense que c'est quelque chose... Est-ce qu'il faut que tout le monde paye l'impôt? C'est ce que propose une ministre ce matin dans le JDD. C'est une vieille idée à laquelle on ne peut pas être antipathique par principe ou opposé par principe, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont aux minima sociaux ou en dessous des minima sociaux? Et est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un risque de se dire on ne fait pas payer les plus riches et on commence à... Elle dit qu'il faut aussi réfléchir à une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu. Donc je pense, si vous voulez, qu'il faut vraiment là-dessus se garder... Il faut faire quoi? Vous faites quoi, vous, demain, si vous êtes en responsabilité là-dessus? Je ne suis pas en responsabilité, je sais que c'est extrêmement compliqué. J'ai dit la stabilité. Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas trop toucher à la fiscalité ou de le faire avec une main tremblante. Mais Pierre Moscovici, la stabilité ou le consentement? Pardonnez-moi. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de justice fiscale. Et vous savez, il y a cette question de l'ISF, qui semble-t-il est tabou dans le débat. Dommage. J'ai appartenu à un gouvernement qui n'a pas
touché à l'ISF. J'ai appartenu et j'appartiens encore à un parti qui a créé l'ISF. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron a voulu réformer l'ISF, parce que tel qu'il était, il n'était pas parfait. Et je comprends aussi pourquoi, du coup, on ne souhaite pas le rétablir. Mais la question centrale, c'est la question, en effet, du consentement à l'impôt. Vous ne parviendrez pas à rétablir le consentement à l'impôt des plus pauvres ou des classes moyennes dans ce pays s'ils ont le sentiment que les plus riches échappent à l'impôt. Et c'est le péché originel d'Emmanuel Macron, ça, justement. D'une façon ou d'une autre, il faudra, je crois, que cette question soit traitée. Et qu'en effet, à la sortie du débat, il y ait des mesures, c'est pas à moi de dire lesquelles, je ne suis plus dans l'espace politique français, qui fassent en sorte qu'il y ait un signal que les plus riches sont amenés à contribuer davantage à la solidarité nationale. C'est ça qui rétablit le consentement à l'impôt. Pour vous, c'est le cœur de la crise des Gilets jaunes, c'est là, non, ça part de là. J'ai dit qu'il y avait 3 crises. Il y a le ras-le-bol fiscal, et c'est pour ça que je dis n'en rajoutez pas. Donc la stabilité. Il y a l'injustice qui est fiscale, pas uniquement, qui est aussi sociale et territoriale. Ça, c'est fondamental de parvenir à réorienter les dépenses publiques vers les territoires en difficulté qui se sentent délaissés dans la République. Et il y a la question de la représentation. Et ça, c'est la question politique à laquelle on doit répondre de diverses manières pour faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie délibérative dans ce pays. Donc, il n'y a pas que la question fiscale, mais la question fiscale, elle est symbolique, elle est hautement symbolique. Et je pense que autant on ne doit pas penser au rétablissement de l'ISF tel qu'il était, autant éviter de se poser la question de comment les plus riches dans ce pays contribuent. Et vous savez, ça vaut pour ce pays, ça vaut pour ailleurs. Quand j'ai proposé qu'il y ait une taxe sur le numérique à l'échelle européenne, c'était ma logique. C'était l'idée que... Vous avez échoué et vous n'êtes pas très chaud sur le fait que Bruno Le Maire essaye de le faire en France. Non, pas du tout. On n'a pas échoué puisque la dernière réunion, c'est celle du Conseil ECOFIN au mois de mars. Pourquoi vous êtes tiède sur cette initiative française ? Attendez. Et il y a aujourd'hui 25 pays qui sont pour, autour d'une proposition franco-allemande qui est une modification, un amendement de la proposition de la Commission. Et je ne suis pas du tout, je ne sais pas d'où vous sortez ça, contre le fait qu'il y ait une taxe nationale en France. Je pense que ça permet de maintenir intact le débat. J'apprécie de surcroît que créer un effet d'entraînement. J'apprécie de surcroît que la proposition française s'inspire directement de la proposition de la Commission et soit tout à fait compatible. Et je peux vous dire que ce débat se poursuivra sur le taxonomique. Mais encore une fois, il faut revenir au sens des choses. Pourquoi l'avons-nous fait ? Parce que nos concitoyens ne supportent pas que des multinationales ne payent pas ou payent peu d'impôts là où elles créent des profits et de la valeur. Le raisonnement vaut aussi pour des particuliers. Voilà pourquoi on a besoin de justice sociale en France et en Europe. Et voilà pourquoi cette question ne peut pas être esquivée. On va arriver aux élections européennes sans bilan sur ce sujet-là de taxation du numérique, alors que ça fait 18 mois qu'on en parle. Non, ça fait pas 18 mois. Ça fait 1 an que cette proposition est sur la table, ce qui est extrêmement court. À l'époque, il y avait 8 États qui la soutenaient, il y en a 25, et je peux vous dire que cette proposition, elle sortira vivante du débat, quoi qu'il arrive. On ne laissera pas tomber ça. Ce sera dans la campagne, ce sera après la campagne, ce sera à l'échelle internationale dans l'OCDE. Non, on va y arriver. On va y arriver. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais on va y arriver. Est-ce que vous souhaitez que dans la campagne, on mette également plus de moyens pour lutter contre les corruptions commerciales, financières ? Il y a une mission d'information de 2 députés, Cariou Cordier, qui essaye en ce moment de faire un peu le bilan sur ces sujets-là, mais pas de moyens pour lutter. Est-ce qu'il faut faire progresser cette question-là pour faire correspondre les actes J'ai bondi un peu car je suis enflammé sur ces sujets. Quand Cécile Cornudet, il n'y avait pas de bilan. On a fait voter au cours des 5 derniers 14 directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il n'y a plus dans ce pays, plutôt dans cette Union européenne, vous voyez, c'est presque un pays pour moi, et il n'y a plus de secret bancaire. Mais sur la question des moyens qu'on doit donner, automatique d'information sur ce qu'on appelle les rescrits fiscaux. On a été... Alors, les moyens, on doit avoir des moyens supplémentaires, mais ça dépend des fiscalités nationales, des autorités fiscales nationales, parce que nous n'avons pas européanisé, nous sommes là pour fixer les règles du jeu. On a beaucoup progressé, plus en 5 ans que dans les dernières années, dans les 20 dernières années, mais je souhaite qu'on continue effectivement en donnant davantage de moyens aux services fiscaux nationaux. On parlait de sortie du grand débat. Déjà en décembre, le président de la République a lâché 10 milliards d'euros sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous dites stop ? C'est fini parce que sinon nos déficits vont courir, ou est-ce qu'il faut aussi un signal pouvoir d'achat en sortie du grand débat ? Je ne peux pas dire stop ou encore sur le grand débat lui-même. Il y a une chose que je dis. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a plus de pays en procédure de déficit excessif. Vous ne souhaitez pas que la France... La France est le seul pays qui est à 3,2% de déficit. Alors, c'est tout à fait compréhensible sur 1 an
pour deux raisons. La première, c'est que dans ces 3,2%, il y a une opération qui est une opération qui se déroule sur une seule fois. Non, qui est la transformation du CICE en baisse pérenne de charges sociales. Ça représente 0,9 points de PIB. Donc la base, si vous parlez de 3,2, est à 2,3. Et puis de surcroît, ces 10 milliards étaient sans aucun doute exigés par la situation sociale. Et la Commission européenne, qui, voyez-vous, n'est pas une espèce de bureaucratie qui ne comprend rien, qui est flexible, en tout cas quand le commissaire... Mais c'est stop, c'est 10 milliards pour ça de tout compte. C'est 3,2, c'est beaucoup. Il est important que la France reprenne ensuite un chemin, qu'il la fasse passer nettement en dessous de 3% et qu'il poursuive la réduction de la dette publique française qui tangente les 100%. Donc pas de nouvelles mesures sociales. Je ne dis pas ça. Je dis que si vous avez des mesures, on peut toujours en faire. Il faut qu'elles soient accompagnées aussi de mesures d'économie. Il faut gérer la dépense publique. La grande question, on a beaucoup de fiscalité, il y en a une autre, c'est la dépense publique. Comment est-ce qu'on l'adapte effectivement au XXIe siècle? Comment est-ce qu'on privilégie les dépenses d'avenir? Vous parliez de la Chine, vous parliez des pays qui nous entourent. Et il faut que nous ayons une économie qui soit ultra compétitive, ultra innovante et qui en même temps qui soit juste, qui ménage la transition. Modèle, parce que c'est la fin du salariat, parce que au fond maintenant l'ère des robots va changer, va mettre au chômage des millions de gens. Non, c'est pas la fin du salariat. Qu'est-ce qu'il faut expliquer aux gens? Il y a un dualisme qui est en train de s'installer. C'est-à-dire effectivement des emplois qui se créent, qui sont nouveaux, qu'on n'a jamais vus. Il y en a qui sont détruits. Et il y a aussi des territoires. J'ai été pendant 20 ans député à Montbéliard et président d'une agglomération qui souffrait de désindustrialisation, qui ont besoin de se voir ménager des moyens pour des transitions, qui ont besoin de priorités pour les services publics. Donc il faut agir, j'allais dire, au deux bouts de cette chaîne-là, au deux bouts de cette omelette. D'un côté, privilégier l'économie de demain et aussi ménager les transitions pour l'économie d'aujourd'hui. Et pourtant, on a le sentiment que... Et ça, c'est la dépense publique intelligente. Pourtant, on a le sentiment que Emmanuel Macron, au fond, subit la justesse d'un diagnostic qu'il a pu effectivement faire. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, selon vous, depuis le début du quinquennat, dans la manière de négocier, dans la manière de gérer, pour arriver à cette crise, à ce blocage des Gilets jaunes? Non, honnêtement, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je ne suis pas un acteur quotidien du débat politique français. Je pense que la société française est une société qui est aujourd'hui en malaise, sans doute, et les Gilets jaunes expriment ça. Les 50% et plus de Français qui ont soutenu le mouvement avant ces dérives et en dehors de ces dérives expriment ça. Et c'est une société qui a besoin de rassemblement. Elle a besoin d'être rassemblée, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être respectée, elle a besoin d'être consultée, elle a besoin de justice. Et donc tout ça, oui, je l'ai dit encore une fois... Référendum à l'issue de ce débat, vous seriez favorable, peut-être le 26 mai, même si l'hypothèse semble être écartée. Mais... alors pour le coup, le 26 mai, je pense que ce n'est pas pour moi une bonne idée, parce qu'on doit garder aux élections européennes tout leur enjeu, et le débat européen ne doit pas être éclipsé, ne doit pas être confisqué. Consulter les Français. Ça, c'est le président de la République qui le décide, et c'est lui seul. C'est une prérogative présidentielle, avec en même temps... On vous pose l'idée comme ça dans l'absolu, de manière théorique. En tant que citoyen, vous pourriez voter. Par exemple. Je voterai comme citoyen, comme j'ai voté toujours à tous les référendums. C'est une bonne idée d'introduire, comme disait Damien Fleureau, de la dimension délibérative. Oui, c'est une bonne idée, mais après, vous savez, quand vous allez entrer dans le référendum, il faut toujours faire attention. Un référendum, on pose une question, on répond parfois à une autre. Et ça devient un référendum pour ou contre, non pas telle ou telle question, mais le président de la République. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudra que le référendum traite les vraies questions du grand débat. Et ces questions seront institutionnelles, mais pas uniquement institutionnelles. Et si vous n'avez que des questions institutionnelles, vous risquez d'avoir une frustration. Et il y a aussi un certain nombre de questions économiques qui ne sont pas faciles à traiter par référendum. Donc la question est très complexe, je ne la tranche pas dans un sens ou dans l'autre. Enfin, ça mérite quand même un jus de crâne assez intense. Les partenaires sociaux, vous trouvez qu'ils ont été assez associés ? Ou ça fait partie des failles de la méthode Macron ? Moi, je reste tout à fait... partisan des corps intermédiaires, de la démocratie délibérative. Que le président Macron a beaucoup malmené. Écoutez, je vous dis, mais arrêtez de me faire porter des jugements sur Emmanuel Macron dans l'autre. Je suis commissaire européen. Mais responsabilité. Moi, il y a un homme, une organisation, parce que j'y ai appartenu jadis, et parce que je le respecte profondément, l'homme, qui est Laurent Berger. Je pense qu'il faut écouter Laurent Berger. Il a une assez bonne boussole, finalement. Lorsqu'aujourd'hui on entend justement un autre partenaire dans les négociations, le patron du MEDEF qui dit je vais quitter l'assurance chômage, je vais quitter le système paritaire, je vais quitter l'UNEDIC. Au fond, c'est un petit peu ce changement de modèle que cherche aussi le président de la République, non ? Il faut rester dans la démocratie qui est la démocratie délibérative, et il faut que le dialogue social soit remis au goût du jour et dans toute sa noblesse. Et encore une fois, je ne dis pas que Laurent Berger d'ailleurs n'a pas raison sur tout, mais je crois que c'est un homme qui a une très grande pertinence, qui a un sens de la justice et qui est constructif. Je le prends lui parce que je veux dire qu'il y a possibilité de dialoguer avec les Français, possibilité de respecter ces organisations qui sont représentatives du salariat. Il faut le faire, c'est indispensable.
On se retrouve pour la 4e partie. On va évoquer votre avenir personnel et la politique intérieure. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1, bien dans son époque. Mieux comprendre, mieux se comprendre. Du digital, de l'innovation, de la réflexion. Écoutez de la bonne musique. Humeur. Avancer, se retrouver. Et humour. Sourire, aller vers l'autre. Vos témoignages. Nous partagerons vos expériences. Vos questions. En ligne au 3921. Bonsoir Monica. Bonsoir Mathieu. Europe 1, c'est une offre complète. Bouger, cuisiner, réfléchir, se balader, se rapprocher. Avec les copains et les copines. Se faire du bien. On est bien sur Europe 1. À la fois standardiste, responsable magasin et livreuse, elle sait tout faire. Et c'est délicieux. Elle, c'est Rebecca. Rebecca Cao. Artisan chocolatière et son nouveau Citroën Berlingo Van. Avec 20 aides à la conduite et le véhicule utilitaire de l'année. Nouveau Citroën Berlingo Van. Comme vous, il sait tout faire. En ce moment, nouveau Citroën Berlingo Van Club est à partir de 139 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer 2499 €, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 28 février sur réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Hier, dans un point de vente PMU. Ce que je pense du nouveau Quintet Plus du PMU, alors là, j'adore. Faut dire que les rapports doublés sur l'ordre et le désordre font très vite monter les gains. Bon, après, je suis peut-être pas la personne la plus objective, vu que j'ai gagné 53 000 €. 53 000 €, vous imaginez un peu? Depuis le lancement du nouveau Quintet Plus du PMU, plus de 100 gagnants de plus de 50 000 €. Alors à vous de jouer. Conditions et informations au point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Plus envie de passer à la pompe? Et si c'était le moment de passer à l'électrique? Prenez le volant de la Nissan Leaf 100% électrique et découvrez une nouvelle façon de conduire avec toujours plus d'autonomie, de technologie et de sensations. Commandez votre Nissan Leaf avant le 28 février. Nissan vous offre sa borne de recharge et son installation à domicile. Nissan, innover autrement. Pour acquisition Nissan Leaf neuve, fourniture et pose Wallbox 7 kW monophasé en habitat individuel monophasé en France métropolitaine. Détails sur nissan.fr. Le Figaro rend hommage à Karl Lagerfeld dans un numéro exceptionnel. Découvrez qui était vraiment ce génie de la mode, percez les secrets de son style et de sa créativité, retrouvez les femmes de sa vie, son entourage, feuilletez son album photo réalisé avec Madame Figaro. Le roi Karl Lagerfeld, un numéro collector du Figaro, actuellement chez votre marchand de journaux. Le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Damien Fleureau. Cécile Cornudet. Michael Darmon. On se retrouve pour la dernière partie donc, de ce grand rendez-vous avec Pierre Moscovici. Damien Fleureau sur la situation de la gauche. Oui, ce week-end, la perspective d'une liste d'union de la gauche pour le scrutin des européennes le 26 mai prochain est morte. Le Parti communiste partira en solo comme les écologistes. Benoît Hamon sera lui aussi tête de liste de sa nouvelle formation. Reste le PS tout seul. Il doit y aller, le Parti socialiste. Tout le monde a mythifié l'union de la gauche, alors que les élections européennes n'ont jamais été des élections où c'est réalisé l'union de la gauche pour une raison très simple, c'est que c'est un sujet sur lequel les différentes gauches ne pensent pas la même chose. Donc le Parti socialiste... Quand Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable, j'étais radicalement contre ce qu'il disait, parce qu'à l'époque, la gauche avait besoin d'un ensemble. Là, on va être au moins à 4 gauches. Mais il y a des différences sur l'Europe entre ceux qui sont plus nationalistes et ceux qui le sont moins. Oui, mais entre-temps, il y a l'élection présidentielle qui a changé la donne quand même. Non, mais je vais être très simple sur le Parti socialiste. Le Parti socialiste s'est présenté à toutes les élections depuis 1979, sans exception. Quand je regarde le paysage européen, je vois que les partis socialistes sont présents partout. Et l'idée que le Parti socialiste aurait pu ou pourrait se cacher derrière je ne sais quelle force est une idée qui personnellement me choquait comme social-démocrate. Qu'ils y aillent et qu'ils portent fièrement leurs valeurs. Olivier Faure doit y aller. Le problème du Parti socialiste, tel que je le vois aujourd'hui, c'est qu'il est un peu comme la Macédoine. On mélange tout, on n'arrive pas à bien savoir s'ils sont pour, s'ils sont contre, bien au contraire. Et donc, le Parti socialiste auquel j'appartiens, et je suis social-démocrate, et je le suis toujours, est un parti qui a toujours été extrêmement clair sur l'Europe. C'est un parti qui voulait une Europe, mais qui soit une Europe solidaire, une Europe dynamique. Vous n'êtes-vous pas engagé peut-être justement pour relever ce défi? Finalement, vous êtes une voix qui compte au sein de ce parti. Vous avez eu des responsabilités. Les socialistes auraient pu y penser. Ça aurait pu être assez logique d'avoir à un moment donné à leur tête un socialiste qui soit par ailleurs un européen, un social-démocrate. Pardon? Ils auraient pu y penser ou ils n'y ont pas assez pensé? C'est la même chose, Michael Darmon. Et donc, ils n'ont pas voulu. Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'il y avait une contradiction pour moi. Je n'aurais pas pu
pu être la tête d'une liste d'un parti qui écrivait que la commission Juncker était le bras armé de la mondialisation libérale, qui voulait renégocier tous les accords de libre-échange, qui expliquait en gros que rien n'allait dans l'Europe. C'est pas vrai tout ça. L'Europe, elle est aussi le fruit des sociodémocrates depuis le début. Ils sont présents. Quand je mets en place une gestion plus flexible des budgets, je suis social-démocrate. Quand je propose de lutter intensément contre la fraude et l'évasion fiscale, je suis social-démocrate. Quand je prends le parti de la Grèce contre ceux qui voulaient la faire sortir de la zone euro, je suis social-démocrate. Et pourquoi est-ce que les sociodémocrates ne le reconnaissent pas? Parce qu'ils ne sont peut-être plus sociodémocrates dans leur tête. Et quand on est illisible, on n'est pas suivi. Donc, j'ai envie de leur dire maintenant, allez, ça suffit les amis. Soyez lisibles et allez-y, sous vos couleurs. C'est la logique quand même. C'est Cornudet sur un mot que vous ne prononcez pas. Vous n'avez pas arrêté de dire le mot social-démocrate. Nous, on pensait qu'il était complètement tombé en désuétude. Comment on fait pour réinventer cet espace? Est-ce que vous voyez un peu comme le théoricien de... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les social-démocraties et pourquoi elle est si faible? On ne va pas le faire dans les quelques minutes qui nous restent, mais je vais donner une idée très simple. Qu'est-ce que c'est qu'être social-démocrate? Allez, soyons dans la palissade. C'est être social. C'est souhaiter que dans une société, la justice, le rassemblement, la solidarité soient des valeurs qui soient au cœur de l'action publique. Et on est démocrate. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'en effet, chacun soit associé à la délibération. Emmanuel Macron et que chacun soit social-démocrate? Je ne crois pas qu'il se soit défini comme ça. Et il a, dans sa campagne, théorisé un et droite et gauche ou un en même temps. Je l'ai dit, moi je trouve que l'antimacronisme est une très mauvaise attitude politique. Je pense que pour les socialistes aussi c'est une mauvaise attitude politique, qu'il faut juger les choses sur pièce, dossier par dossier, pas avec une vision qui est une vision sectaire. Il y a un mot que vous n'utilisez jamais, c'est écologie. Écologie, parce que la social-démocratie de demain est écologiste. Mais je voulais y venir. Moi je suis resté social-démocrate, je suis pas et de droite et de gauche, je suis de gauche, pas du tout de droite. Pas du tout. Mais je suis d'une gauche qui est social-démocrate, qui est modérée, qui est pro-européenne. Mais comment on la réinvente? Et est-ce que l'écologie ne doit pas être au centre de Je pense que ce sera une longue marche. Ça prendra du temps, mais on en a besoin. Et je dirais, le président de la République en a besoin aussi. On ne peut pas vivre dans un pays comme la France sans une gauche de gouvernement qui est une gauche raisonnable, qui est une gauche européenne, qui est une gauche consciente des réalités, mais qui est aussi une gauche de transformation. Et il faudra en effet la refaire. Et après les élections européennes, puisque là, manifestement, jusque-là, on va boire le calice actuel, il faudra se mettre à ce travail-là pour le bien commun des Français. Alors on verra qui le fait, on verra dans quelles conditions, on verra qui s'y met, on verra comment on contribue. Parce que là, on a écouté effectivement les grandes notions que vous évoquez, mais que dire quand on se dit de gauche comme vous à ce monsieur qui pleurait hier dans les bras d'Emmanuel Macron, vieux retraité, sans ressources? Qu'est-ce que la gauche peut dire à ce monsieur aujourd'hui? Précisément, c'est la question de la justice qui est posée derrière tout ça. C'est la réinvention d'un système de prestations sociales qui soit plus juste sans doute. C'est la prise en compte des inégalités. Pour moi, la grande notion qui doit présider à la reconstruction d'une gauche social-démocrate, c'est comment combattre les inégalités de toute nature dans des sociétés qui sont plus complexes et dans un monde qui est plus inégal. Et ça vaut aussi à l'échelle européenne, parce qu'encore une fois, je disais tout à l'heure, il y a des fractures en Europe, il y a des inégalités. Si on a toujours le sentiment que ce sont les mêmes qui gagnent et les mêmes qui perdent, alors à ce moment-là, on s'écarte. Et quand je parle d'un budget de la zone euro, je pense à ça, un budget qui refasse la convergence entre les économies européennes. Et quand je pense au budget de l'Union européenne lui-même, on parlait de la PAC tout à l'heure, je pense aussi à la cohésion, aux politiques qui permettent d'aider les territoires et d'aider l'investissement en même temps. Il y a 1000 choses à faire. Et donc la question de la justice et la question du combat contre les inégalités doit être la question refondatrice d'une social-démocratie moderne, comme elle était fondatrice de la social-démocratie il y a maintenant un siècle et demi. Et Pierre Moscovici, sur les personnes qui, pour incarner ce combat, pour porter ce projet, on voit revenir quelques anciennes figures de votre parti politique, notamment par exemple Bernard Cazeneuve. Vous trouvez qu'il manque au débat politique aujourd'hui et notamment à la social-démocratie? Bernard Cazeneuve fera ce qu'il souhaite. C'est un homme très indépendant. Il a aussi construit une nouvelle vie professionnelle et il est très jaloux de son indépendance.
Il a rencontré des parlementaires. Il est une voix qui est une voix solide, une voix consistante. Et vous l'appelez à monter le son ? Il est sorti pratiquement intact d'un quinquennat qui a été difficile. Il a réussi dans ses différents dossiers. Il a été bon ministre délégué chargé du budget, il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre brièvement. Il a sans doute une voix à faire entendre. Après, est-ce que c'est la voix ? Est-ce que c'est le leader ? Franchement, il faudra du temps pour que ça se décante, mais il faut que tout le monde fasse entendre sa voix au fond. Et chacun le fasse à sa place. Vous savez, moi-même, je parlerai à l'avenir. Je termine mon mandat dans un an comme un social-démocrate. Oui. Vous pourriez reconstruire la gauche ? Mais c'est pas du tout. Je me mets même pas dans cette logique-là. Vous voulez plus de ce combat politique-là ? C'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a à tous les âges ses plaisirs. L'utilité que je peux avoir moi, c'est de contribuer au débat d'idées. Avec mon expérience, avec les réseaux que j'ai pu tisser, les connaissances que j'ai du monde et de l'Europe. Mais j'ai 62 ans bientôt. J'ai été pendant 20 ans parlementaire. Il y a quelques jours, vous étiez prêt à quitter la vie politique. Vous auriez pu rentrer à la Cour des comptes, devenir président de la Cour des comptes et sortir du débat politique. Vous savez ça, vous ? Ben oui, mais vous aussi, vous le savez. Tout le monde le sait. Et vous l'avez pas promis, le président ? J'ai été logiquement, parce que je suis membre de la Cour des comptes, flatté qu'on puisse penser à moi pour une fonction aussi éminente. Allez, alors enlevez-nous la langue de bois. Allez-y. Non, je vais vous dire une chose. Alors, sans langue de bois, franchement, je me méfie toujours des rumeurs. On parle de décembre, c'est la nouvelle rumeur. En décembre, vous pourriez avoir la présidence de la Cour des comptes. Je crois toujours aux engagements. Et la Cour des comptes, c'est une fonction sans aucun doute intéressante pour contribuer aussi au débat public. Par exemple, au grand débat sur la dépense publique, on peut tout à fait être social-démocrate et en responsabilité. Et donc, vous me demandez ce que je souhaite faire un jour, c'est continuer à agir au service de mon pays, au service de mes idées européennes, avec mes convictions qui seront inchangées. Mais non, je n'envisage pas aujourd'hui, en tout cas, de revenir dans le combat politique classique. Non, pas non plus jurer de rien. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. l'Élysée dit aujourd'hui, en décembre, Pierre Moscovici pourrait être nommé à la tête de la Cour des comptes. Je ne commenterai pas ces rumeurs. Il y a une chose que je sais, c'est que je suis commissaire européen jusqu'en novembre, au moins, parce que la Commission, on parlait tout à l'heure, de difficultés ou d'une zone grise pourrait peut-être rester un peu plus longtemps et qu'il y a énormément de choses à faire. Il faudra traiter la situation de l'Italie, il faudra continuer à piloter les finances publiques, il faudra préparer ou gérer un éventuel no deal comme commissaire aux douanes, il faudra continuer à militer pour une fiscalité juste en Europe. Et il y a une proposition à laquelle je tiens beaucoup, c'est de passer du système actuel de l'unanimité, il faut 28 États qui sont d'accord, à un système de majorité qualifiée qui introduirait de la démocratie et de la souplesse. Si on veut avoir une taxation, par exemple, de l'énergie, ou pour lutter contre le changement climatique, parce que je crois à l'écologie. On a besoin de ça, donc j'ai beaucoup de travail. L'avenir, on verra ensuite. Il ne m'inquiète pas, il ne m'obsède pas. Il faut arrêter ces visions. On est sans cesse en train de se demander ce qu'on va faire plus tard. Je ferai quelque chose. Mais j'essaierai d'être utile le plus possible et j'attendrai aussi de voir où on pense que je peux l'être. Voilà, parce que Pierre Moscovici, sans parler d'anxiété ou de stress par rapport à cela, vous l'envisagez et vous y réfléchissez également. On voit bien qu'un acte 2 pour faire vite du quinquennat est en train de se préparer. Vous pourriez y participer d'une manière ou d'une autre si il est question de remettre un coup de barre à gauche, comme on dit facilement. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que je n'étais pas moi à droite et à gauche en même temps. Je suis un homme de gauche. Je pense que s'il y a un acte 2, il faudra qu'à un moment donné, il y ait des formes de coalition, sans doute, et que les forces de gauche puissent s'exprimer. Encore faut-il pour cela qu'elles se soient elles-mêmes refondées. Donc nous verrons. Quant à moi, c'est assez simple. Je sortirai de ce mandat avec un peu d'expérience et je serai à un moment de ma vie où je pourrais me retourner et me dire quelles sont finalement les lignes de force. J'aime mon pays, la France, et je l'ai servi beaucoup. Et j'ai envie de le servir encore. Je suis un Européen passionné, mais aussi lucide. Je ne suis pas monsieur tout va bien. Je connais les difficultés de l'Europe. Et je suis un homme de gauche, social-démocrate, et je le reste. Tout ce que je ferai à l'avenir sera autour de ces trois dimensions. Ça pourra prendre plusieurs formes. Vous n'écartez pas servir au gouvernement Emmanuel Macron et c'est ce qu'on sous-entend. Non, je vous l'ai dit, pour moi, mon projet n'est pas la politique élective ou la participation à l'exécutif. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si vous êtes appelé dans certaines circonstances qu'on peut imaginer à certains rôles, ça se considère, mais ça n'est pas mon projet. Mon projet, c'est de servir. Et je pense qu'il y a 1000 façons d'être utile. Quand vous dites une coalition, ça veut dire qu'il faudra un nouveau portage gouvernemental. Vous estimez qu'au fond, on ne peut pas éviter de remanier, de changer une équipe gouvernementale. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'à un moment donné, les idées social-démocrates devront, 1, retrouver de la force, 2, retrouver une incarnation,
Et 3, du coup, être aussi intégré au spectre politique gouvernemental. C'est pas forcément pour tout de suite, ça prendra peut-être du temps, mais je crois que, si vous voulez, à l'avenir, on ne pourra pas rester dans une situation où il y a deux forces, la République En Marche et le Rassemblement National. Il ne faut pas laisser au Rassemblement National le privilège d'incarner l'opposition et d'être une force d'alternance. Ça n'est pas ça. Un dernier mot sur, on a parlé tout à l'heure de Bernard Cazeneuve, une autre personnalité fait parler d'elle régulièrement dans l'actualité, c'est François Hollande, encore très présent. Il dédicace son livre, Les leçons du pouvoir, une sorte de tournée électorale. Il peut être un recours, le président de la République, justement pour porter cette social-démocratie. Moi, j'ai une idée, de la librairie au pays. J'ai une idée extrêmement simple là-dessus. Je l'ai d'ailleurs communiqué avec François Hollande, avec qui je garde des relations tout à fait amicales, que je vois de temps en temps. La parole d'un président de la République est toujours utile à son pays. Parce que justement, il a cette expérience, il a dirigé le pays et les Français l'aiment pour ça et le respectent pour ça. Et donc que François Hollande s'exprime dans le débat, c'est utile. Après, quand je regarde l'histoire française, je l'ai dit, je l'ai écrit, je le redis, je constate qu'ex-président ne rime pas avec futur président et je pense même ne doit pas rimer avec futur président. Donc François Hollande sera utile au débat. Et pourquoi le contester? Il est utile aux Français. Et c'est à lui de l'être encore davantage. Dans le combat électoral, non, franchement, pas pour moi. Pas pour moi. Mais on verra, là encore, rien n'est écrit. Et François Hollande est un homme qui a montré dans le passé qu'il était capable de revenir de loin et de surprendre. Et somme toute, nous vivons aussi dans une époque où tout ce qui était imprévu se réalise. Merci, rien n'est écrit, mais beaucoup a été dit aujourd'hui en tout cas. À très bientôt. C'était le grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos avec ce dimanche Michael Darmon. Rendez-vous la semaine prochaine. Comme à chaque fois, vous pouvez réécouter cette émission sur europe1.fr. Et puis votre journée continue bien sûr.